Capitaine Merrick McNeil, journal de bord, mars 2017. Aujourd'hui avec le professeur, on a décidé de se poser un petit peu. On a réussi à passer la côte d'Ivoire et on se dirige tout doucement vers la faille de Sainte-Hélène. Quitte à chercher une bestiole de cette taille, autant aller voir dans les profondeurs les plus reculées. Je pense que cette bestiole doit se cacher quelque part. En attendant, on va se poser. On est très fatigué, enfin, surtout moi, vu que le professeur est une machine. Mais on va se poser tranquillement. Et pour se détendre, on va faire une petite vidéo. Et on va parler d'un sujet très intéressant. La terrariophilie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Bon. On va retourner sur la terre ferme. Et on va retrouver les petites deux bêtes. C'est vrai qu'elles me manquent un peu. Allez. À de suite. Prof. Générique. Salut les internautes. Aujourd'hui, on va parler de la terrariophilie. Oui, je sais, pas encore de vidéo sur les terrariums naturels. Ça va venir, patience. Ça viendra. No, God! No, God, please, no! No! Ça viendra. La terrariophilie. Passion des ventes, effet de mode, lubie du moment, achat compulsif. Tant de descriptions et pourtant on ne sait pas réellement grand chose quand on s'y intéresse pas réellement. D'où vient-elle? Quand est née réellement la terrariophilie? Figurez-vous que la terrariophilie est bien plus ancienne que l'on pense. Mais avant ça, on va savoir ce que c'est réellement la terrariophilie. Prof, savez-vous ce que c'est la terrariophilie? Bien sûr, capitaine. Selon les encyclopédies de cette planète, la terrariophilie consiste à maintenir, voire à faire se reproduire certaines espèces animales et/ou végétales en imitant leur biotope dans un espace appelé terrarium ou vivarium, de taille adéquate en fonction de l'espèce. Elle présente en ce sens une grande similitude avec l'aquariophilie. Voilà. Donc ça, c'est pas de la terrariophilie. Mais, quoi, mais t'es malade, tu vas t'attirer un nombre d'ennemis, mon pote. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre! Mais, on va s'approcher de quelque chose qui y ressemble quand même. On va commencer notre petit voyage dans l'histoire. Et on va partir pour le bassin méditerranéen. Ça tombe bien, on n'est pas trop loin. Dans l'Antiquité gréco-romaine, les nobles dans leur habitation en général possédaient des jardins ouverts au centre même de leur habitation. En général, dans ces jardins, une petite partie était clôturée et était maintenue une ou plusieurs couleuvres d'esculape. Pour l'époque, maintenir cette espèce était symbole de richesse, de bonne chance et de fertilité. Et principalement de bonne santé. Car il faut savoir que la couleuvre d'esculape, à l'époque, était considérée comme le serpent de la médecine et du savoir. C'est pour ça qu'on retrouve le serpent sur le caducée et sur les insignes pharmacologiques. Tout ça vient de la couleuvre d'esculape et du mythe d'Esculape. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire quelques recherches Google, car ça va pas être le sujet de cette vidéo. On va continuer notre petit voyage, mais cette fois, on va aller un petit peu plus loin. Partons pour l'Égypte antique. Contrairement à leurs voisins, les Égyptiens avaient une façon différente de traiter les reptiles.
et pourtant, il est détenu en tant qu'animaux de compagnie. Les premiers étaient les serpents, mais à des fins militaires et pharmacologiques. C'est simple. On extrait le venin des serpents pour en enduire les flèches, les lances, les sabres. Mais on a aussi découvert que le venin de serpent, les Égyptiens en tête de liste, pouvaient guérir de certaines blessures, aider à coaguler et calmer les douleurs. Donc, naturellement, ils gardaient et reproduisaient les serpents en captivité dans d'énormes fosses au sein des laboratoires du palais. Et en général, ces serpents étaient transportés dans des jarres. Mais il y a un deuxième reptile qui est énormément présent dans la culture égyptienne et au sein même de la salle du trône des palais. Le crocodile du Nil. Recherches archéologiques ont permis de voir que dans la salle du trône, en général, en tant qu'exposition, une énorme fosse avec un bassin où plusieurs crocodiles du Nil étaient présents. Ces crocodiles étaient sûrement là en sorte de protection du dieu Sobek, le dieu du Nil à tête de crocodile. Il faut savoir que les Égyptiens, pour eux, le Nil était le fleuve le plus important car le seul qui traversait leur pays. Donc, le crocodile avait une importance capitale. Et c'était un signe de royauté aussi. Les pharaons pouvaient faire régner la terreur grâce à ces simples animaux. Un esclave qui n'obéissait pas, un traître, paf, dans la fosse, dévoré par les crocos. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? Mythes ou légendes, il faut savoir que les écrits des Égyptiens n'étaient pas forcément vrais. Et si on continuait de voyager encore un petit peu? Partons pour l'Inde. À l'époque, ils utilisaient également les serpents à des fins militaires. Mais ils enrobaient des flèches. Des milliards de flèches. Putain, on pouvait pas parler de terrarium naturel, ce con! Des milliers de serpents étaient maintenus dans les temples et reproduits pour en extraire le venin et en enduire les flèches. Les Perses également utilisaient cette méthode. Alexandre le Grand en a fait les frais. Et apparemment, ça décimait une bonne grosse partie de son armée. Dans le cours d'histoire, vous saurez qu'Alexandre le Grand s'est fait marave méchamment la tronche en Inde. Et les éléphants n'étaient pas les seuls responsables. Le venin de vipère de Russell, car selon les historiens ce serait la vipère de Russell, a complètement décimé plus de la moitié de l'armée d'Alexandre. Juste avec des flèches empoisonnées. Sur cette courte vidéo, vous pouvez voir l'extraction du venin de vipère de Russell. Ce venin va être utilisé dans un demi-verre de sang pour montrer les effets qu'il y a juste une seule goutte de ce venin sur une petite parcelle de sang. Donc le sang coagule totalement et se transforme en gelée. Et maintenant partons pour l'Asie du Sud-Est. De l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui même, il existe d'énormes fermes d'élevage de serpents. À l'époque utilisées toujours pour la même chose, fin militaire, et principalement en tant que remède pharmaceutique. À l'heure actuelle, les serpents sont encore élevés pour les remèdes pharmaceutiques dans divers pays d'Asie, mais aussi pour alimenter le marché terrariophile. Car les 3/4 des serpents asiatiques que vous achetez en animalerie et qui viennent d'élevage d'import viennent de ces fermes d'élevage. Bon, ok, on parle beaucoup de serpents, mais il n'y a pas que les serpents, les amphibiens aussi. Il faut savoir que énormément de chamans d'Afrique ou d'Amérique du Sud, et même les Amérindiens, utilisaient le venin ou le poison des amphibiens à des fins de chasse. Les chamans en général utilisaient le venin des amphibiens soit en tant que psychotrope, soit pour enduire les flèches et chasser de gros gibiers. Il faut savoir que ces amphibiens étaient retenus en général au centre des villages dans des grands enclos
À l'heure actuelle en Amazonie, beaucoup de peuplades utilisent encore cette méthode, avec les dendrobates pour les plus connus, par exemple. Donc vous voyez, la terrariophilie, c'est plutôt ancien comme passion. Et pourtant, la terrariophilie comme on la connaît, elle a réellement débuté au début du 19e siècle, quand les reptilariums ont commencé à faire surface, dans des musées. En Europe et en Amérique, les musées commençaient de plus en plus à présenter des reptiles vivants dans des installations fixes. Et c'est de là que la terrariophilie moderne a commencé. Recréation de biotopes, détention d'animaux, reproduction, recréation des conditions climatiques. D'ailleurs, le nombre de vivariums a considérablement augmenté dans le milieu du XXe siècle. Il a attiré de plus en plus de curieux et les gens s'intéressaient de plus en plus à la terrariophilie. Et pourtant, elle existe déjà depuis les années 60 aux États-Unis et en Europe. Généralement pratiquée par des passionnés en sous-marin et certains herpétologues qui gardaient précieusement des spécimens en captivité, en général dans des aquariums complètement fermés avec la recréation du biotope à l'échelle près, afin d'observer le comportement de ces animaux en captivité. Le développement des musées, le développement des vivariums a incité les gens à vouloir faire de même, recréer un petit bout de nature chez soi. Dans les années 60, ce qui était assez une mode, par exemple pour les enfants, c'était d'avoir un hétérodon nasicus. Ce serpent aux États-Unis avait une popularité de malade mental. Chaque enfant en possédait un, ce qui a failli éteindre l'espèce d'ailleurs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément d'espèces de serpents, et de lézards, et même d'amphibiens d'ailleurs. Et des années 60 jusqu'à la démocratisation de la terrariophilie comme on la connaît dans les années 80, les gens capturaient et maintenaient ces animaux au sein d'aquariums en reproduisant les biotopes à l'identique, ce qui était assez simple pour eux vu qu'ils étaient sur place. En Europe, c'est un petit peu plus délicat. Beaucoup moins d'espèces, la chrétienté a fait peur à beaucoup de gens, mais il existe par exemple dans le sud de la France énormément de montreurs de serpents dans les villages. À l'époque, beaucoup de petits vieux s'amusaient pendant les randonnées à attraper les serpents et les montrer aux gens du village pour leur dire ceci est une vipère, ceci est une couleuvre, il n'y a pas de danger, ainsi de suite, et voilà. À l'heure actuelle, même moi, dans mon village, on a un montreur de serpents. Militaire à la retraite qui adore s'amuser et montre les serpents à tout bout de champ. Même si à l'heure actuelle, c'est interdit, il est formellement interdit de capturer, de maintenir en captivité des espèces sauvages. Je tiens à le rappeler. Mais la terrariophilie, comme on l'entend, comme on la considère à l'heure actuelle, elle a vraiment explosé à partir des années 80. Grâce aux animaleries, la reproduction d'espèces depuis plusieurs années qui a permis d'inonder le marché, et ça a développé pas mal de choses. Et c'est là que ça a dégénéré. Des mutations par milliers, des tares génétiques, de la litière inappropriée, des terrariums trop petits, des terrariums avec des matériaux non appropriés, des mauvais conseils, des mauvais renseignements, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on est arrivé à, malheureusement, parfois une terrariophilie divergente. Et pourtant, c'est de la terrariophilie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le terrarium qui soit naturel ou non qui importe. C'est de respecter l'animal qui est dedans. C'est ça qui importe, c'est ça la terrariophilie. Respecter l'animal, connaître cet animal, connaître ses mœurs et sa biologie, respecter ses conditions climatiques, respecter son régime alimentaire. La terrariophilie, c'est ça. Quand vous connaissez ces choses-là, bataille, il n'y a pas de raison. Vous pouvez que y arriver. L'important, c'est la connaissance. Et de vous renseigner sur les espèces que vous prenez. Après, je dis pas, 3/4 d'entre vous ont commencé soit en achat compulsif, soit parce que c'était la mode. Moi, mon premier serpent, je l'ai acheté sur un coup de tête.
parce que c'était la mode, parce que j'ai connu ça en animalerie, parce que ça m'a toujours attiré, mais j'osais pas. Et pourtant je me suis renseigné. Et au final c'est devenu une drogue. Je me suis renseigné sur plein de trucs. J'ai bossé comme un dingue. C'est devenu une drogue. J'en suis arrivé à ce résultat-là. Et pourtant j'en suis pas toujours encore satisfait. Que vous faites du synthétique ou du naturel, vous êtes un terrariophile. Après, faut-il être du bon côté? Car il existe un côté obscur de la terrariophilie. Vous savez, ces personnes qui prennent des reptiles ou des amphibiens, parfois dangereux, juste pour faire bien, auprès des copains, pour se donner un genre ou une identité, ou appartenir à un mouvement, ou suivre une mode. Combien de fois on voit des animaux sur des sites de vente d'occasion, maintenant dans des terrariums trop petits, des animaux obèses pour certains, ou des personnes qui donnent des conseils à la con, qui en ont strictement rien à foutre de leurs animaux, qui se permettent d'acheter en masse et de rejeter dans la nature derrière. On a connu ça avec les tortues de Floride par exemple. Ça, c'est le mauvais côté de la terrariophilie. Et je ne parle pas de tous ces abrutis qui font croire qu'ils donnent des chats à leurs serpents alors que c'est faux. Enfin, il y a bien 2-3 abrutis qui ont essayé, mais nous, terrariophiles, nous ne sommes pas comme ça. Nous respectons les animaux, nos animaux, la nature et tout ce qui s'ensuit. Ne faites pas l'erreur d'aller dans le côté obscur. Continuez de vous améliorer, continuez d'aller de l'avant, continuez de vous remettre en question et de faire les choses bien. Moi je vous laisse, j'ai des entretiens à faire. Je vous dis à la prochaine. Ciao les internautes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez me suivre, continuez à voir d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas le bon petit like des familles qui fait bien plaisir. Partagez en masse la vidéo si vous voulez aider la chaîne à se faire connaître. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez venir sur Tipeee. Et bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!